Quels sont les projets et les hypothèses autour du partage de l'Empire ottoman ? Comment occidentalistes et orientalistes s'affrontent-ils sur les fronts à privilégier ? Est-ce que la Palestine fait partie de la Syrie ? Pourquoi les Russes ne veulent pas que les Français soient maîtres de Jérusalem ? Qui contrôlera les lieux saints de l'islam ? Quel client britannique deviendra maître de l'Arabie ? Comment s'organise la circulation des lettres entre le Caire et la Mecque ? Et quels sont les quiproquos tortueux qui découlent de cette correspondance où tout joue, les mots et les problèmes de traduction ? Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, nous entraîne en plein conflit mondial sur le grand front oriental en 1915-1916 dans le cadre de sa nouvelle série intitulée « Les crises d'Orient, le Moyen-Orient à partir de 1914 ». Cette semaine et la suivante, dans un grand récit-analyse mêlant la classique histoire militaire et diplomatique, il interroge la façon dont les imbrications et les enjeux géopolitiques pèsent sur le déploiement des violences. Nous voici en pleine guerre où tout est confus pour les acteurs, les belligérants. Différents projets sont examinés et lancés, dont la curieuse idée allemande de djihad. L'Allemagne de Guillaume II ayant encouragé un vaste projet donc de djihad contre la France et l'Angleterre, qu'on avait surnommé à l'époque le djihad Made in Germany. Ce djihad a échoué lamentablement parce que les musulmans de l'époque, explique Henri Laurence, n'y croyaient pas vraiment, en dépit des travaux des émissaires allemands qui sont allés jusqu'en Afghanistan. Une idéologie est d'abord une recette, un instrument pour une lutte politique, souligne encore l'orientaliste. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 22 novembre 2017 pour le cours d'Henri Laurence, Les crises d'Orient, le Moyen-Orient à partir de 1914. La dernière fois, j'avais terminé par le génocide de 1915, d'avril 1915. Je vous disais qu'il était très difficile de comptabiliser les victimes, ne serait-ce que d'abord sur la question délicate de savoir quelle était l'étendue de la population arménienne de l'Empire ottoman, mais aussi par le fait que beaucoup de femmes et d'enfants ont été pris par les populations anatoliennes ou syriennes et convertis à l'islam. Et ce nombre d'enfants et de femmes n'a jamais été, pour des raisons évidentes, comptabilisé. En Syrie, sous le mandat français, il y aura une recherche systématique des survivants du génocide monté par les autorités arméniennes en collaboration avec l'administration française. Donc un certain nombre d'enfants et de femmes auront été récupérés, non sans de vrais drames, parce que beaucoup de ces survivants avaient créé de nouvelles familles. En Anatolie, évidemment, il n'y a pas eu cette recherche des survivants du génocide, et donc on a pris conscience du phénomène que bien des décennies après, quand les aïeuls des familles anatoliennes déclaraient à l'âge de 70, 80, 90 ans, pratiquement sur leur lit de mort, à leur petit-fils ou l'arrière-petit-fils, qu'elles étaient arméniennes, ce qui a provoqué un véritable choc dans la population anatolienne récente. Pour les Arméniens, évidemment que ça constitue là une perte sèche, mais ces gens ne sont pas morts non plus, donc ça rend difficile la comptabilité du génocide. Au passage, ça veut dire aussi que c'est bien un génocide intégralement politique et non pas racial, puisqu'il y a eu mélange des populations. Alors donc, il est évident que le génocide, il suffit de voir la chronologie, correspond à la fois à la défaite ottomane en Anatolie, enfin dans le Caucase, et la progression des armées russes en Anatolie, synchronisée avec le débarquement franco-britannique des Dardanelles. Et il est évident, bien que ce ne soit pas la seule cause, que le gouvernement jeune turc était absolument angoissé sur l'avenir de l'État ottoman dans ces circonstances militaires où ils étaient pris en tenaille par les armées alliées à la fois sur le Caucase et aux Dardanelles. Et c'est là ils n'ont pas tort, je veux dire, parce que c'est là que va commencer une des plus grosses tambouilles historiques contemporaines,
c'est-à-dire nous avons une myriade de projets, d'entretiens, de réunions, de plans, de discussions diplomatiques qui sont en réalité extrêmement confuses. Et le problème, c'est que les historiens y ont mis de l'ordre. Et donc, l'ordre, je continuerai à mettre de l'ordre dans ces enjeux diplomatiques, mais il faut voir que sur le terrain, dans les médias, c'était absolument confus et que telle instance prenait une décision sans consulter une autre instance, etc. Donc il y avait du franco-russe, du franco-français, du franco-anglais, de l'anglais-anglais, de l'anglo-russe, etc. Dans ces projets. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le débat sur toute cette série de projets de partage de l'Empire ottoman de façon la plus claire possible, mais comprenez bien que cette clarté, les acteurs ne l'avaient pas et qu'ils agissaient dans une certaine confusion. Alors, le premier point, c'est que l'armée russe, elle a été battue, vous savez, au 14, d'abord en Prusse orientale, la bataille de Tannenberg, et puis ensuite les armées allemandes en 1915 progressent à travers la Pologne russe, alors qu'en revanche, les Russes tiennent de solides positions en Galicie autrichienne. Tout ça pour dire que les événements qui ont lieu sur le front Est font que les Russes négligent le front Sud du Caucase et donc qu'ils arrêtent leur offensive pour faire face aux armées austro-hongroises et allemandes en Europe centrale. Et par ailleurs, ils ne peuvent pas lancer leur projet de débarquement à Constantinople à cause des fameux deux dreadnoughts ex-allemands qui donnent aux Ottomans la maîtrise de la mer Noire. Donc, au moment où les Franco-Britanniques attaquent aux Dardanelles, les Russes ne peuvent qu'émettre leurs revendications essentielles sur Constantinople et les détroits sans être présents sur le terrain. Donc, le 4 mars 1915, le gouvernement russe envoie une note à ses alliés français et britanniques émettant les revendications habituelles sur l'avenir territorial. Le 12 mars, le gouvernement britannique répond en donnant un accord de principe sur le fait que Constantinople et les Détroits passeraient à la Russie, même si les Franco-Britanniques occuperaient Constantinople et les Détroits, à la fin de la guerre, cela passerait à la Russie. Et en revanche, les Anglais exigent que les lieux saints musulmans, c'est-à-dire le Hedjaz, et éventuellement aussi les villes saintes chiites d'Irak, restent sous un pouvoir, en termes pas très clairs en anglais, parce que l'anglais aime beaucoup l'imprécision, c'est pour ça que c'est une langue diplomatique, dominion musulman. Les Français sont plus clairs, c'est-à-dire qu'ils disent « nous voulons la Syrie » et la Cilicie. La Cilicie, c'est la région charnière entre l'Anatolie et la Syrie. Et les Russes posent immédiatement dans la correspondance diplomatique la question piège. Est-ce que la Palestine fait partie de la Syrie? Parce que les Russes ne veulent pas que les Français soient maîtres de Jérusalem. Parce qu'ils ne veulent pas que la France, protectrice des catholiques, s'empare des lieux saints. Mais les Français, républicains et laïcs, répondent qu'ils sont les héritiers des croisés. Oui, parce que l'anticléricalisme n'est pas un objet d'exportation. Au sein du gouvernement britannique, Lord Kitchener se pose en grand spécialiste des questions orientales, puisqu'il a une double expérience égyptienne, soudanaise et indienne. Et il partage les mêmes appréhensions que les Anglo-Indiens concernant le danger du pan-islamisme. Partout, les services de renseignement britanniques, et à juste titre, ont détecté les émissaires allemands
du djihad min Germany. Nous savons que ça a échoué, ce djihad, mais évidemment, à l'époque, ça avait vraiment extrêmement inquiété les Français, les Anglais et les Russes. Après tout, le seul mouvement de djihad qui a été lancé, en dehors évidemment de l'appel à la guerre ottoman, ça a été la révolte des Sénoussis en Libye et en Égypte. Donc il y a eu une guerre d'1 an dans le désert occidental égyptien contre la confrérie Sénoussi. Ce qui a fait un bref second front pour les Anglais d'Égypte. Mais les Anglais voient aussi les tentatives allemandes de soulever les Irlandais et les Indiens. Donc, à Londres, on a la conviction qu'il existe un immense complot dont le centre est à Berlin et qui s'étend de l'Irlande au Bengale. Je rappelle une fois pour toutes que la complotite est d'abord un phénomène colonial avant de passer éventuellement aux ex-colonisés. Alors, Kitchener ne voit comme solution définitive à ce problème du pan-islamisme que l'abolition du califat ottoman et le transfert du titre et de la fonction de calife de l'islam au shérif de la Mecque, le shérif Hussein. Depuis des siècles, la Mecque est dirigée donc par un descendant du prophète, shérif, de la branche des Hachémites. Sa fonction est d'être émir de la Mecque, c'est-à-dire pendant très longtemps un pouvoir quasi autonome. Mais les progrès de la centralisation ottomane font que ces dernières années, le pouvoir ottoman devient de plus en plus fort dans le Hedjaz. Il y a maintenant un gouverneur ottoman qui n'est pas à la Mecque, mais qui est à Jeddah, le port de la mer Rouge. Et il y a surtout l'arrivée du chemin de fer du Hedjaz à Médine, qui fait qu'il y a maintenant une garnison ottomane à Médine. Or, depuis le XIXe siècle, à chaque fois qu'il y avait une contestation du califat ottoman, immédiatement, tous les acteurs politiques régionaux disaient « mais si on faisait un califat arabe, après tout, il est plus légitime que le califat ottoman, et si on fait un califat arabe, normalement, ce serait plutôt le shérif de la Mecque, descendant du prophète, qui serait le bon candidat. » Donc, vous comprenez très bien que ça faisait un bon siècle que les Ottomans surveillaient ce shérif de la Mecque comme danger politique potentiel, comme éventuel calife à la place du calife. Donc, en 1908, au moment de la révolution, à la suite de la révolution jeune turque, l'émir en poste avait été chassé par les Ottomans et qui avait renvoyé un autre membre de la famille hachémite, Hussein, à la Mecque, compte tenu que Hussein venait de passer une vingtaine d'années d'exil dans la capitale ottomane. Ce qui fait que ses fils, en particulier Ali l'aîné, Abdallah II, Faisal le troisième, ont été éduqués dans la capitale ottomane et ils sont des Ottomans finissants. Je veux dire, par exemple, Faisal parle plus ou moins bien le français. C'est pas un petit bédouin du désert, mais quand Hussein est revenu à la Mecque, il s'est ingénié tout de suite à donner une éducation bédouine à ses enfants, à les envoyer, enfin ce sont déjà des adultes, à les envoyer dans les tribus prendre les mœurs bédouines. Mais fondamentalement, et ce qui nous intéresse le plus dans les Hachémites, c'est-à-dire Faisal et Abdallah, ce sont des Ottomans formés à l'époque hamidienne et sous le régime jeune turc. Et d'ailleurs, Faisal et Abdallah sont députés du Hedjaz au Parlement ottoman. Et ils ont une vaste culture islamique, enfin Abdallah en particulier, puisqu'il connaît aussi le persan
Je crois que Faisal a moins cette culture, mais Faisal, c'est sûr qu'il connaît le français. Déjà au début de 1914, Abdallah était de passage au Caire et Kitchener était entré en contact avec lui. Donc, dès la déclaration de guerre des Ottomans, Kitchener avait demandé aux gens du Caire de faire passer des messages aux Hachémites du Hedjaz, en particulier qu'on pourrait envisager quelque chose du côté du califat. Les vues des Kitchener étaient connues des Français. S'ils étaient heureux de voir éventuellement le califat échapper aux Allemands, ils étaient moins heureux de voir cet éventuel califat passer aux mains des Anglais. Dans ce contexte, au début de 1915, le protectorat français au Maroc propose de faire du sultan du Maroc un calife d'Occident, comprenant l'ensemble de l'empire colonial français. C'est ce que le maréchal Nieutet appelle un islam français. Mais pour lui, c'est encore islam français, ça veut dire islam de l'empire colonial français, puisque la France est la seconde puissance musulmane au monde, la première étant la Grande-Bretagne. Et le débat va durer dans les cercles dirigeants français de mars à novembre 1915, chacun envoyant son mémorandum pour savoir s'il y aurait un califat d'Occident réservé à l'Empire français. Et en fait, il y a une opposition ferme et définitive du gouverneur général de l'Algérie et du résident général à Tunis contre ce califat français, parce que si on fait du sultan du Maroc le calife de l'empire colonial français, ça va subordonner Tunis et Alger à Rabat. C'est-à-dire le Grand Maghreb uni, même sous les Français, ça ne fonctionne pas. Sauf sous Vichy, avec Végan, où en effet, pendant quelques mois, Végan va contrôler l'ensemble de l'Afrique du Nord sous son autorité. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, l'expédition de Dardanelles donnant le signe qu'éventuellement l'Empire ottoman allait s'effondrer, ça a précipité l'entrée en guerre de l'Italie. Par un traité secret, le 26 avril 1915, la France et la Grande-Bretagne reconnaissent à l'Italie l'annexion du Dodécanèse, les 12 îles autour de Rhodes, qui avaient été conquises par les Italiens lors de la guerre italo-ottomane de 1911-1912, mais que normalement les Italiens auraient dû évacuer et qui sont restés. Et donc maintenant les Français et les Anglais reconnaissent la possession du Dodécanèse, ainsi qu'une partie de la côte anatolienne en face du Dodécanèse. Alors, pour définir les buts de guerre britanniques dans l'Empire ottoman, le gouvernement britannique établit une commission interministérielle chargée d'étudier les demandes britanniques en Turquie d'Asie en cas de victoire. Bon, en cas de défaite, ce serait un peu difficile. C'est le comité Bunsen, du nom de... Bon, c'est comme Beck Bunsen, hein, vous savez. Du nom de son président, un ancien ambassadeur. Et à l'intérieur du comité Bunsen, Kitchener a désigné ce qui va devenir son représentant dans les cercles dirigeants, Sir Mark Sykes, 1879-1919. Il mourra jeune de la grippe espagnole lors de la conférence de la paix. C'est un aristocrate catholique qui a longuement voyagé au Proche-Orient, et ce qui fait de lui un expert reconnu des questions orientales. Il a aussi servi dans l'armée britannique lors de la guerre des Boers, donc il a une vraie expérience militaire. Et il est devenu MP, donc membre du Parlement, à la Chambre des communes, et de ce fait, à la Chambre des communes, il est apparu dans les débats comme l'expert dans les questions du Proche-Orient. C'est un esprit particulièrement vif, Sykes, et c'est quelqu'un qui a vraiment une perception des changements extrêmement rapides
qui sont en cours, ce qui a donc d'exaspérer les autres instances du système britannique qui sont beaucoup plus conservateurs que lui. En tout cas, très rapidement, Sykes va dominer le comité Bunsen et donc on va élaborer des premiers projets de partage de l'Empire ottoman. Ce qui est intéressant sur ces cartes, c'est que on peut éventuellement penser donner aux Français quelque chose entre la Méditerranée et l'Anatolie, mais pas trop vers le sud, qui doit être un domaine arabe, c'est-à-dire anglais. Pourquoi les Anglais sont aussi gentils envers les Français? C'est l'héritage du grand jeu. Les Anglais ne veulent pas que leur empire touche l'empire russe. Donc avoir les Français en tampon est une très bonne solution. Par contre, ils ne veulent pas que les Français soient proches de l'Égypte et du canal de Suez. Ce sont pour l'instant que des projets. Il n'y a pas de décision qui est prise au comité Bunsen, qui pense aussi qu'on pourrait conserver un empire ottoman comme façade juridique avec une division en zones d'influence qui serait là où le pouvoir serait réel. Autre chose qui importe, c'est qu'on relance au comité Bunsen le projet d'une jonction ferroviaire Méditerranée-Golfe Persique qui partirait soit d'Alexandrette, soit d'Haïfa. Alexandrette, donc c'est la Cilicie. C'est le vieux projet britannique qui traîne dans les couloirs, enfin dans les armoires, depuis des querelles autour du chemin de fer de Bagdad. Et donc, si on a un chemin de fer britannique qui va de l'Irak à la Méditerranée, il faudrait que le terminus appartienne aux Britanniques. Alors, si c'est Alexandrette, c'est vraiment trop au nord. Mais Haïfa, c'est pas mal parce que c'est au sud et ça pourrait être dans la zone britannique. Kitchener fait dire qu'en cas de partage, ce qu'il faudrait faire, c'est la constitution d'un royaume arabe d'Arabie sous les auspices de l'Angleterre et comprenant les lieux saints musulmans de la Mecque, de Médine et de Karbala en Irak. Donc, vous voyez, on est en pleine lutte pour l'islam. Les Français et les Anglais discutent de faire leur califat à eux et de savoir qui contrôlera les lieux saints de l'islam. Mais il n'y a pas de décision qui est prise au comité Bunsen. C'est une série d'hypothèses qui ont été soumises au comité. En juin 1915, Sykes est chargé par Kitchener de faire un voyage d'information allant de l'Italie et des Balkans jusqu'au Golfe Persique et l'Inde. Et dans son voyage d'information, Sykes s'enthousiasme pour un projet arabe, ce qui inquiète les Anglo-Indiens. Puis je vous rappelle, les Anglo-Indiens, ils voudraient annexer l'Irak à l'Inde pour nourrir le monde à partir de l'agriculture irakienne, quitte à envoyer 1 ou 2 millions de colis indiens pour faire l'agriculture dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Quant à Sykes, il trouve que les Anglo-Indiens appartiennent au siècle dernier, enfin au sien, il y a le 19e, ce qui était aussi le mien jadis d'ailleurs, et que le système colonial à l'indienne s'est complètement dépassé. Tout le discours de Sykes se construit sur l'idée que l'ennemi à combattre est l'intellectuel oriental qui ne croit plus en l'islam, mais qui l'utilise pour combattre la chrétienté et instaurer son propre pouvoir. En gros, style jeune turc. Les jeunes turcs ne croient pas à l'islam, mais manipulent l'islam pour lutter contre les non-musulmans. Il faut donc éduquer les classes supérieures musulmanes dans leur propre tradition et enseignement religieux afin de les éloigner de ce modernisme pernicieux. Ces jeunes turcs et
Ils sont disciples de Spencer, d'Auguste Comte, etc. La devise des jeunes Turcs, c'est ordre et progrès, c'est-à-dire celle des positivistes. Le système colonial britannique se trouve aussi divisé que le système français. L'India, vous savez, les Français se divisent sur le califat. Donc l'India Office refuse le projet de califat arabe de la Mecque proposé par Kitchener en affirmant que jamais les musulmans n'accepteront un califat imposé par des chrétiens. La question est de savoir quel client britannique deviendra maître de l'Arabie. Et c'est là où ce qu'on appelle la politique du désert, c'est-à-dire les luttes d'influence entre les grands chefs bédouins et les proto-États du désert, en quelque sorte, se mélange avec la grande politique internationale. Au sud, les Ottomans sont toujours au Yémen et menacent la colonie britannique d'Aden. En Arabie centrale, dans le Najd, Abdelaziz Ben Saoud s'est lancé dans la reconstitution du royaume wahhabite et traite habituellement avec les Anglais du Golfe, c'est-à-dire les Anglo-Indiens. Il est prêt à combattre les Ottomans, essentiellement pour conquérir des territoires qui sont sous alliance des Ottomans en Arabie centrale. En dépit du romantisme de certains Anglo-Indiens, il ne peut être question de lui proposer de prendre la direction d'une révolte arabe. D'abord, le wahhabisme des guerriers saoudiens, on reprendra cette question en détail dans un autre cours, sert de justification au pillage des autres musulmans, même sunnites. A posteriori, plutôt même quand il s'agit de chiites, ça autorise à les massacrer. Donc, vous ne pouvez pas libérer l'Irak avec des wahhabites qui passeraient leur temps à massacrer des chiites. C'est techniquement pas possible. De toute façon, encore une fois, le but des Britanniques, c'est de faire de l'Irak le grenier du monde. Donc, les Anglo-Indiens n'ont pas de champion à proposer pour une éventuelle révolte arabe qu'ils n'aiment pas. L'analyse des Anglais du Caire est évidemment orientée vers le shérif Hussein. D'abord parce que géographiquement il est le voisin, et ensuite parce que ce sont tous des gens de Kitchener. Il est le seul shérif, du fait de sa fonction, à pouvoir se poser en anti-calife, et les services de renseignement britanniques ont acquis la conviction, d'ailleurs justifiée, que le shérif Hussein se trouve en contact par le biais de son fils Faisal avec les sociétés secrètes autonomistes ou indépendantistes arabes de l'Empire ottoman. Et en effet, Faisal, qui est régulièrement à Damas dans cette période, est bien en contact avec les Al-Fatah et Al-Had, les deux sociétés secrètes principales arabes de l'Empire ottoman. Ce qui explique d'ailleurs aussi pourquoi Jamal Pacha, qui soupçonne Faisal mais sans plus, est décidé une fois pour toutes à régler la question arabe en éliminant les principaux autonomistes accusés de trahison, c'est-à-dire de pencher pour les franco-britanniques. À juste titre, du côté des Français. Bon, si on avait retrouvé la liste des noms et la correspondance dans les archives du consulat de France à Beyrouth, qu'on avait oublié d'emporter en catastrophe en novembre 1914, et puis de toute façon les Ottomans savaient qui était qui, et il faut dire qu'en octobre ou 14, il y avait beaucoup de Libanais qui avaient envoyé des lettres à leurs cousins du Caire pour dire qu'il faudrait s'occuper de faire débarquer les Français. Et évidemment, ça avait été intercepté par la censure postale ottomane. Donc, les gens qui sont exécutés le 21 août 1915 à Beyrouth, les martyrs, qui donneront donc naissance à la place des martyrs, sont bien des gens qui sont en liaison avec les Français, un petit peu avec les Anglais, mais surtout avec les Français. La seconde vague d'exécution aura lieu en 1916, et puis les poissons un peu plus petits seront internés en Anatolie durant la guerre. Ces événements amènent la rupture entre le milieu des notables arabes et
l'autorité ottomane, parce qu'on a touché aux notables et aux grandes familles de notables. À partir de l'été 1915, pour les Ottomans, la principale menace, qui était les Dardanelles, a été contrée. Les Franco-Britanniques sont toujours bloqués sur les plages de la péninsule. En Anatolie orientale, les Russes se sont arrêtés et les Ottomans ont même récupéré une partie des territoires perdus au début de 1915. Par contre, en Mésopotamie, le corps expéditionnaire anglo-indien a été renforcé et, de façon géniale, les Anglais attaquent en fin mai 1915, c'est-à-dire faire une offensive en plein été irakien, ce qui veut dire se déplacer à 50 degrés à l'ombre à peu près en moyenne, ce qui est quand même un peu pénible. Et l'avant-garde britannique se rapproche de Bagdad. Elle est arrêtée lors de l'indécise bataille de Ctésiphon pour les Occidentaux et Salman Pak pour les musulmans, dans le même lieu. Ctésiphon, c'était la capitale des Parthes, si mes souvenirs sont bons. Donc, ça aurait été à 24 km de Bagdad, du 22 au 25 novembre 1915, et puis l'armée britannique est obligée de faire retraite jusqu'à Kut el Amara, où elle se retranche et elle se trouve encerclée. Et encore une fois, les Ottomans sont maîtres de la guerre de siège. D'habitude, c'est eux qui sont assiégés, mais en assiégeant, ils sont aussi pas mauvais du tout. Et les tentatives britanniques de débloquer l'encerclement de Kut échouent. C'est dans ce contexte, donc, où les Alliés sont affaiblis par les Dardanelles, que va avoir lieu l'étape suivante, qui est, parce que nous entrons maintenant dans les grandes bouteilles à l'encre du sujet, la correspondance Hussein-McMahon. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Henri Laurence, Les crises d'Orient, le Moyen-Orient à partir de 1914. Comme le Hedjaz fait partie de l'Empire ottoman, il est évident qu'on ne peut pas poster des lettres au Caire pour arriver à la Mecque. Les lettres doivent passer par le Soudan, puis clandestinement traverser la mer Rouge en passant souvent par des navires de guerre français, parce que ce qu'on oublie de dire dans l'histoire, c'est que c'est la marine française qui tient la mer Rouge durant ces années de guerre. Donc les lettres mettent du temps à passer du Caire à la Mecque, puisqu'elles passent entre autres par Khartoum avant de partir vers la mer Rouge. À cette première difficulté s'ajoute la question du vocabulaire utilisé par chacune des parties et la traduction d'une langue à l'autre, puisque le texte arabe et le texte anglais diffèrent grandement sur un certain nombre de points. Ne connaissant rien à la région, Sir Henry McMahon a tendance de se fier à l'équipe que lui a laissée Lord Kitchener. Et cette équipe est composée d'un service de renseignement monté de briques et de broc à la fin de l'année 1914 et en début de 1915, parce qu'avec l'entrée en guerre des Ottomans, tout le réseau consulaire britannique et aussi français a disparu. Et on n'a plus d'infos. Et on n'avait pas de service de renseignement à cette époque-là dans l'Empire ottoman, puisque c'était les services consulaires qui faisaient le travail. Donc les Français et ensuite les Anglais ont monté à toute vitesse des services de renseignement, et les seuls qu'ils ont pu trouver comme officiers de renseignement, ce sont des archéologues qui d'abord connaissent la région parce qu'ils ont passé leur temps à faire des trous dans la région, et ensuite sont les seuls qui savent classer à peu près les informations, parce qu'à force de classer des tessons de poterie, on arrive à monter des discours à peu près cohérents.
Donc, du côté anglais, il y aura le fameux T. Lawrence et son camarade Leonard Woolley, deux archéologues qui ont fouillé à Djeraklous sur l'Euphrate. Du côté français, on trouvera un peu plus tard les pères dominicains de l'école biblique de Jérusalem, comme le père Jossin et le père Savignac, qui sont ceux qui ont découvert Medaïn Saleh au Hejaz, donc la seconde ville nabatéenne après Pétra, qui sont donc de très grands archéologues, aussi même un niveau plus élevé que T. Lawrence et Woolley. Donc, dans tout ça, ça montre le degré d'improvisation qui a lieu. Le seul qui connaisse quelque chose et qui donne son avis, c'est Reginald Wingate, qui est le haut-commissaire britannique au Soudan et qui est chef de l'armée égyptienne, donc son titre le Sirdar, puisqu'il est chef de l'armée égyptienne, puisque le Soudan est théoriquement un condominium anglo-égyptien. Mais bon, Wingate, il est un peu en retrait, il laisse passer la correspondance, il donne son avis, mais c'est pas lui qui la rédige. De toute façon, pour lui, il ne s'agit pas de faire une renaissance arabe comme pensent les gens du Caire, mais tout simplement, il juge que tout ce qui est bon pour affaiblir les Germano-Ottomans est bon pour les Britanniques. Donc la première lettre du shérif Hussein est datée du 4 juillet 1915 et arrive un mois plus tard au Caire. Le shérif se pose en représentant de l'ensemble de la nation arabe et revendique la totalité de l'Asie arabe à l'exception d'Aden, et il veut aussi la proclamation d'un califat arabe. Il ne parle pas de lui, mais tout le monde comprend. Il propose une alliance à la Grande-Bretagne et qui lui accorderait à la Grande-Bretagne un droit de préemption économique, tout en maintenant l'abolition des capitulations. Alors évidemment, ce maximalisme de la lettre de Hussein paraît déplacé aux gens du Caire. Qu'est-ce que c'est celui-là? Puisqu'il sait que Hussein ne contrôle à peu près que le Hejaz et que les autres chefs arabes de la péninsule sont ses adversaires. En revanche, comme on l'a vu, ils savent que Hussein est au contact avec les sociétés secrètes. Et d'ailleurs, le programme que Hussein vient de donner est le même que celui que les sociétés arabes ont communiqué aux Anglais par un autre voie. Donc, quand il compare les deux textes, c'est la preuve que le shérif est bien en contact avec les indépendantistes arabes. La première lettre de MacMahon est du 30 août 1915, ignore la question territoriale et accepte le principe du califat arabe. Mais il faut dire que la position des Alliés s'est considérablement aggravée. La Bulgarie, devant la défaite prévisible des Franco-Britanniques aux Dardanelles, est entrée en guerre du côté de l'Allemagne et de l'Empire ottoman le 22 septembre 1915, ce qui permet d'établir la continuité territoriale entre les puissances centrales et l'Empire ottoman. C'est-à-dire, en gros, les Allemands contrôlent la totalité de l'Orient Express. De ce fait, les Serbes, qui tenaient héroïquement face aux Austro-Hongrois, pris à revers par les Bulgares, sont en voie d'effondrement. Vous savez, ce qui restera de l'armée serbe va se scinder en deux. Une partie va filer sur l'Adriatique et sera récupérée par la flotte franco-britannique au large de Corfou et transférée à Corfou, tandis que l'autre partie de ce qui reste de l'armée serbe fuit sur la ligne du Vardar. Et donc, pour récupérer ce qui reste des Serbes, les Français et les Anglais débarquent à Salonique le 3 octobre 1915, violant la neutralité grecque, pour récupérer les derniers soldats serbes et maintenir une ligne de front face à la Bulgarie à partir de Salonique. Ce qui fait que progressivement, les Français, sans le vouloir au départ, sont en train de constituer à Salonique une armée d'Orient
Et comme elle ne va pas bouger pendant plusieurs années, cette armée d'Orient, elle va être considérée très injustement. Mon grand-père a servi dans l'armée d'Orient, donc je pense à Défense. Des jardiniers de Salonique. En fait, elle jouera un rôle important dans la fin des opérations militaires en 1918. Et puis, je rappelle que l'armée de Salonique, elle s'est retrouvée pratiquement en Crimée en 1920. Ils ont fait 3 années de guerre de plus, ceux qui étaient à Salonique. Dans ces conditions, le rapport de force est moins bon pour les Britanniques, et donc les Anglais envoient une lettre où on commence à évoquer la question territoriale le 24 octobre 1915. Cette lettre de MacMahon va créer au pour moins un siècle de confusion dans les interprétations et d'innombrables livres de commentaires. Cette lettre, d'ailleurs, si elle a été rédigée par MacMahon avec l'aide de ses conseillers du quai, elle a été approuvée par Edward Grey, secrétaire d'État au Foreign Office, après avoir circulé en interministériel dans le gouvernement britannique. Il ne s'agit pas d'une initiative de MacMahon, mais une décision du gouvernement de Sa Majesté. Alors, le texte, le passage essentiel, c'est les 2 districts de Mersin et d'Alexandrette et les parties de la Syrie s'étendant à l'ouest des districts de Damas, Homs, Hama et Alep ne peuvent pas être dits comme étant purement arabes et doivent être exclus des limites demandées. Avec cette modification, et sans causer du tort à nos traités existants avec les chefs arabes, nous acceptons ces limites. Dans la perspective de MacMahon et des gens de Londres, la question est réglée. On est d'accord pour un État ou des États arabes, mais à condition qu'ils n'acceptent pas la Méditerranée. Car les Britanniques sont obsédés par l'opposition entre les Levantins, ceux qui, dans le texte MacMahon, est désigné comme non purement arabes, et les Arabes purs. Ça, c'est la vision que les Britanniques ont depuis la fin du XIXe siècle du Proche-Orient. C'est en particulier la vision du jeune archéologue qui sert de conseiller à Henry MacMahon, Thomas Edward Lawrence, dont visiblement il a inspiré une bonne partie de la rédaction de la lettre de MacMahon. C'est ajouté à cette distinction entre arabe et pas purement arabe le problème de la traduction en arabe. Car dans le texte arabe, les termes utilisés pour district est wilaya. Mersin appartient au wilayat d'Adana, Alexandrette appartient au wilayat d'Alep, et Homs et Hama appartiennent au wilayat de Syrie. Il n'y a donc pas sur la carte ottomane de district de Damas, Homs, Hama, Alep, Mersin et Alexandrette. Donc vous comprenez la migraine que pose le texte arabe quand il arrive à la Mecque. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Parce que ça correspond à rien sur la carte. En fait, les Anglo-Égyptiens sont persuadés qu'il existe une ligne parallèle à la côte séparant l'arabité pure de l'arabité levantine qui pourrait correspondre à la fois à la ligne actuelle de chemin de fer du DHP, Damas, Homs, Alep et prolongement, mais aussi à la limite des royaumes francs de l'époque croisée par rapport aux puissances musulmanes au XIIe siècle. Tout ça n'a aucun sens pour les Hachémites quand ils reçoivent la lettre à la Mecque. C'est du charabia. Ça, il faut bien comprendre. Ça ne veut rien dire en arabe. D'autant plus que les Anglais doivent tenir compte des Français. Ils rajoutent donc dans la lettre
En ce qui concerne les régions à l'intérieur de ses frontières, là où la Grande-Bretagne est libre d'agir sans porter tort aux intérêts de son allié la France, j'ai le pouvoir, au nom du gouvernement de la Grande-Bretagne, de vous donner les assurances suivantes et de faire la réponse suivante à votre lettre. 1. Dans le cadre des modifications indiquées ci-dessus, la Grande-Bretagne est prête à reconnaître et à soutenir l'indépendance des Arabes dans toutes les régions à l'intérieur des limites demandées par le shérif de la Mecque. 2. La Grande-Bretagne garantira les lieux saints contre toute agression extérieure et reconnaîtra leur inviolabilité. Et puis ensuite, les Anglais demandent troisièmement le monopole des conseillers étrangers. Quand la situation l'impliquera, la Grande-Bretagne donnera aux Arabes ses conseils et les assistera dans l'établissement de ce qui peut apparaître comme les formes les plus appropriées de gouvernement dans ces territoires variés. Quatrièmement, d'un autre côté, il est compris que les Arabes ont décidé de rechercher la vie et la direction de la Grande-Bretagne seuls et que les conseillers européens et les fonctionnaires qui peuvent être nécessaires pour la formation d'une bonne forme d'administration seront britanniques. Alors, ce passage sur les conseillers a deux sources. Le premier, c'est les revendications des comités arabes de réforme de Beyrouth de 1912. Donc les autonomistes arabes demandaient que ce soit eux qui désignent les conseillers techniques européens et non pas les Ottomans. Et l'autre source, c'est l'imaginaire britannique qui croit qu'il gouverne l'Égypte depuis 1882 par des conseillers astucieusement placés à tous les postes de commande de l'administration égyptienne. Donc les Anglais sont persuadés qu'ils expriment gentiment leurs souhaits et que les Égyptiens leur obéissent parce qu'ils ont compris que c'était leur intérêt. En fait, on peut dire, selon la formule du parrain, qu'un souhait britannique est une proposition qu'on ne peut pas refuser. Mais ça, les Anglais n'en ont pas vraiment conscience. Et enfin, les Britanniques introduisent un point spécial sur l'Irak. En ce qui concerne les vilayets de Bagdad et de Basra, ça, ils existent. Les Arabes reconnaîtront que la position établie et les intérêts de la Grande-Bretagne nécessitent des arrangements administratifs spéciaux afin de protéger ces territoires de toute agression étrangère, de promouvoir le bien-être des populations et de sauvegarder nos intérêts économiques mutuels. Là, c'est la base des partages en zone d'influence de l'Empire ottoman en 1913-1914. Les Allemands avaient reconnu aux Britanniques la zone Bagdad-Basra comme étant sous monopole britannique. Donc, il faut bien comprendre quand le shérif Hussein reçoit ces lettres, il essaye de comprendre ce que ça veut dire et répond donc le 5 novembre 1915 que les vilayets d'Alep et de Beyrouth, lui il est correct, il connaît la carte, et leurs façades littorales sont purement arabes, parce que cette histoire de pas arabe, il ne comprend pas. Et qu'un musulman et un chrétien arabe descendent tous d'un même ancêtre, ce qui est la tradition arabe. Les Arabes ont tous un ancêtre commun, alors on se dispute de savoir lequel, Ismaïl, Qartan, etc. Mais tout le monde est d'accord, qu'on soit chrétien ou musulman, on a un ancêtre commun. Et donc, les chrétiens sont des purement arabes pour le shérif Hussein. Il ajoute que les vilayets de Bagdad et de Basra font partie du royaume arabe et qu'il est prêt à envisager un arrangement temporaire pour la présence britannique si les Britanniques payent pour ça. La réponse de MacMahon du 14 novembre 1915 enregistre les remarques du shérif, mais mentionne les intérêts français dans les vilayets d'Alep et de Beyrouth qui doivent être pris en compte. Donc cette fois-ci, on parle correctement des vilayets, contrairement à la lettre précédente. Il est particulièrement vague sur l'avenir des vilayets de Basra et de Bagdad. Il souligne que l'application de l'accord est conditionnée à la réalité et à l'efficacité de l'engagement arabe dans la cause alliée. Vous noterez que dans toute la correspondance, il n'est jamais question du Sandjak de Jérusalem, qui est un Sandjak entre guillemets autonome, c'est-à-dire qui ne dépend pas de la province de Syrie ni celle de Beyrouth, qui est gérée directement par la capitale ottomane du fait des lieux saints. Et en 1914, les Européens, mais aussi les locaux, ont commencé à prendre l'habitude d'appeler Palestine ce
Saint-Jacques de Jérusalem. Et le problème, c'est que les Anglo-Égyptiens sont absolument persuadés que, n'ayant pas mentionné la Palestine, elle se trouve en dehors des engagements pris envers le shérif Hussein, puisque de toute façon, c'est une région peuplée de Levantins, donc pas de purement arabes. Mais le shérif Hussein, lui, est absolument persuadé que la Palestine se trouve dans la zone que les Anglais se sont engagés à lui céder. Donc vous commencez à comprendre combien cette correspondance est fondée sur des quiproquos absolument tortueux. Comme on dirait en jargon contemporain, il y a quelques problèmes dans la communication interculturelle. Alors, sans avoir été officiellement informés du contenu de la correspondance, les Français, évidemment, en connaissent le contenu, d'abord par des indiscrétions, et entre autres parce qu'une partie des lettres est passée par des bateaux français. Ils considèrent que soulever la question du califat risquerait de provoquer des troubles en Afrique du Nord, et que, finalement, il vaudrait mieux qu'on cesse de parler de califat, et les Anglais sont tout à fait d'accord, et ils regrettent, dans le début de la correspondance, d'avoir promis le califat à Hussein. Donc, il y a un accord franco-britannique en octobre 1915 pour qu'on cesse de parler du califat. Mais c'est resté dans la correspondance. Alors, il faut, dans l'urgence, se retirer des Dardanelles. Alors, les Anglais proposent que si on retire les forces des Dardanelles, on en profite pour attaquer Alexandrette. Mais les Français en ont assez de la multiplication des France bondaires et refusent. De toute façon, le plus urgent, c'est retirer des dizaines de milliers d'hommes des Dardanelles. Et ça, c'est un exploit extraordinaire. En décembre 1915, les Franco-Britanniques réussissent sans aucune perte humaine à évacuer la ligne de front des Dardanelles. L'essentiel des forces françaises est maintenant replié sur Salonique, tandis qu'une bonne partie des contingents britanniques, une partie reste à Salonique, l'autre revient en Égypte. Les Dardanelles, la bataille a duré 8 mois et demi, fait 140 000 morts, 86 500 Turcs et Arabes, puisqu'il y avait beaucoup de soldats arabes dans l'armée turque des Dardanelles, 42 000 Britanniques et Dominions, c'est des Anzacs, Australiens et Néo-Zélandais, et 14 000 Français et coloniaux, puisque quand on compte les Français, il faut compter l'armée coloniale avec ses tirailleurs sénégalais, ses Marocains, Algériens, etc. Pour les Ottomans, c'est une victoire immense qui, après la suite de revers qu'ils ont connue depuis 1911, restaure la confiance dans l'armée ottomane. Pour Hussein, l'évacuation des Dardanelles lui donne une position de force, et donc il va demander plus en marquant dans une lettre du 1er janvier 1916 qu'il ne veut pas de Français sur le littoral syrien. Alors, au début de 1916, rien ne semble donc jouer. L'argument contradictoire développé par les Anglo-Indiens est 1. Les Arabes ne présentent pas une force réelle, donc il n'est pas nécessaire d'avoir recours à eux. 2. Le danger futur sera créé par la constitution d'une force arabe puissante qui risquerait de compromettre les intérêts britanniques. C'est-à-dire, en fait, le théorème de la marmite, vous savez. Le théorème de la marmite. Je ne t'ai jamais emprunté la marmite et quand je te l'ai rendue, elle n'était pas trouée. C'est à peu près ce type de raisonnement. Les Anglo-Égyptiens disent, voyez, vous dites que les Arabes sont puissants, donc on a besoin d'eux. En fait, dans le gouvernement britannique, il y a l'opposition entre les occidentalistes, les Westerners, c'est-à-dire ceux qui donnent la priorité au front français, et sur les orientalistes, ou orientaux, les Easterners, qui donnent la priorité au front ottoman. Dans l'affaire, les révoltes arabes semblent moins prioritaires.
En automne 1915, les responsables britanniques ont compris qu'il n'était pas possible de continuer l'affaire sans avoir discuté préalablement avec les Français. Donc, ils offrent aux Français l'ouverture d'une négociation. Tout de suite, les Français désignent François-Georges Picot, l'ancien consul général de France à Beyrouth, et maintenant subordonné à l'ambassadeur de France à Londres, Paul Cambon. Picot est considéré comme l'expert des questions proches orientales. Il est l'organe, si j'ose dire, du parti syrien, et on lui accorde une grande marge de manœuvre. C'est lui qui rédige ses propres instructions, évidemment signées ensuite par le président du Conseil, qui n'est autre qu'Aristide Briand. Il prend acte de la nécessaire disparition de l'Empire ottoman et de la constitution d'une souveraineté arabe en faveur du shérif de la Mecque. Alors, il faut bien comprendre, quand Picot parle de Syrie, il parle d'un territoire qui serait sous domination française. Qu'est-ce que c'est que la Syrie pour les Français en 1915? C'est ceux qui passeraient à la France. Et ce qu'on appelle Arabie en Angleterre, c'est ce qui passera aux Britanniques. Et donc, les instructions que Picot a rédigées pour lui-même, c'est de déterminer avec les Britanniques les frontières entre la Syrie et l'Arabie. Ce ne sont pas des expressions géographiques, ce sont des termes codes pour zone française, zone anglaise. Et pour Picot, la Syrie deviendra le véritable centre de rayonnement de la civilisation de cette partie de la Méditerranée. Ainsi serait conservée à notre langue la situation privilégiée qu'elle possède en Orient. Et bien évidemment, Picot a une vision plus que maximaliste de ce qu'est la Syrie, puisque vous voyez, en 1915, elle va jusqu'à Kirkouk. Donc je vous laisse là réfléchir sur cette grande Syrie.